mon inquiétude, c'est de voir à quel point la diplomatie a tendance à devenir un élément de la politique de communication des États, alors que ça devrait être un outil au service de grandes ambitions, de paix, de justice, de lutte contre les grands fléaux. Le chef d'entreprise, il n'est responsable au fond que de mettre en forme les conditions pour que quelqu'un y trouve son bonheur. Après, c'est un comportement individuel. Vous avez des gens qui sont toujours malheureux au travail et d'autres qui sont toujours heureux au travail. J'ai énormément appris de mes commandants. Toujours. Tous mes commandants m'ont appris quelque chose. Les bons comme les moins bons. Mais finalement, ils m'apprenaient beaucoup sur ce que j'avais envie de devenir. Quand vous êtes en dessous, quand vous montez au poste de combat, que vous êtes commandant de votre bateau, et là vous avez une espèce d'introspection, vous vous posez un certain nombre de questions. Et donc la question assez forte qui vous prend au trip, c'est est-ce que je suis prêt à faire face à l'événement qui va arriver? Est-ce que mon équipage est prêt? Est-ce que j'ai donné toutes les instructions qui font que chacun va réagir comme il faut? La puissance navale, traditionnellement, est posée sur 3 piliers. Le premier pilier, c'est le nombre de bateaux dont vous disposez. Le deuxième, c'est la technologie que vous avez. Et le troisième, c'est les savoir-faire. Ces 3 piliers fondent la capacité de votre marine à agir. Mais il existe pour moi un 4e pilier qui est absolument essentiel, qui est les partenariats. En réalité, quand je regarde tous les discours de mes prédécesseurs, ils m'ont tous annoncé. La grande différence par rapport à mes prédécesseurs, c'est que tous mes prédécesseurs disaient il faut se préparer à la crise, il faut se préparer à la guerre. Et moi je dis maintenant, il ne s'agit plus de se préparer à la crise. On est dans la crise, on est dans la guerre. Ce que l'on peut observer aujourd'hui, c'est une accélération du désordre, une espèce de multiplication des crises qui s'accélèrent. Les crises en Afrique, les crises en Europe, évidemment avec l'invasion de la Russie en Ukraine, crise dans le Haut-Karabakh et maintenant crise en Israël, qui déborde évidemment sur nos théâtres maritimes. Je vous garantis que vous n'êtes pas capable de tout prévoir. Mais ce que je peux vous garantir, c'est que dans votre équipage, il y a un mec qui a réfléchi. Et donc, si vous êtes capable de faire en sorte que tout le monde est capable d'apporter sa pierre à l'édifice, en fait, ça va fonctionner. La plus grande richesse de la marine, ce sont ses marins. La force de notre équipage marine, c'est son état d'esprit. Soyons prêts, prêts individuellement, prêts humainement, prêts collectivement. Soyons audacieux. La réussite de nos missions repose sur l'audace de nos actions et notre aptitude à en maîtriser les risques. Il faut oser pour vaincre. Je sais pouvoir compter sur votre professionnalisme et votre détermination. Vous avez toute ma confiance. Bonjour à toutes et à tous, et merci d'être venus si nombreux pour assister à cette nouvelle conférence de symposium. Ce soir, pour la dernière conférence de notre mandat, nous avons le privilège d'accueillir un homme dont la vie elle-même pourrait se raconter sous la forme d'une odyssée. Un homme dont la carrière est un exemple d'excellence et d'engagement. Je parle bien sûr de l'amiral Nicolas Vaujour. Fils de cavalier de l'armée de terre, vous êtes ainsi baigné depuis le berceau dans les métiers des armes. Mais l'océan, comme la vie, est imprévisible et vous ne résistez pas longtemps à son appel, car dès 1989, vous entrez à la prestigieuse école navale, pressé de vous ouvrir au monde et de servir un équipage. Aussitôt diplômé, et le vent alors en poupe, vous ralliez l'équipage de la frégate de surveillance Ventose pour braver les courants des Caraïbes au large de la Martinique. Cette première expérience vous ancre dans l'opérationnel, inspiré par l'esprit d'équipage et le goût des défis qu'offre la vie en mer. Rapidement, votre sang-froid est mis à rude épreuve,
alors que vous participez aux opérations de contrôle de l'embargo d'Haïti. En somme, vous n'êtes pas qu'un homme de mer, vous êtes également un homme d'action. Ce mot, action, devient le cap de vos aventures et, embrassant la spécialisation en défense antiaérienne, s'y ajoute décision et adaptation. Ce parcours vous mène à voguer à bord de frégates légendaires, comme la Jean Bart, la De Grasse ou encore plus tard la Cassard. En 1996, en tant que lieutenant de vaisseau, vous prenez les commandes du bâtiment École Lyon, qui est une étape marquante dans votre parcours. 3 ans plus tard, alors promu capitaine de corvette, vous poursuivez votre ascension. En 2004, c'est à bord de la Viso commandant Biro et en tant que capitaine de frégate que vous franchissez les portes du Collège interarmé de la Défense, amorçant votre entrée dans les hautes sphères de l'état-major des armées. Là-bas, vous êtes adjoint maire au chef de cabinet du chef d'état-major des armées. Mais l'attrait pour le grand large ne vous quitte jamais et vous quittez votre poste en 2009 et montez à bord de la frégate aérienne Forbin comme commandant en second. 2 ans plus tard, promu commandant de vaisseau, vous prenez le commandement de la frégate aérienne Chevalier Paul, un navire puissant dont le nom évoque l'héritage glorieux de la marine. Naviguons encore plus loin, en 2021, vous êtes alors vice-amiral et sous-chef chargé des opérations à l'état-major des armées. Et c'est finalement en fin d'été 2023, à bord du porte-hélicoptère amphibie Dixmude à Toulon, que votre prédécesseur Pierre Vendier vous transmet la marque de l'amirauté, à la suite de votre nomination en tant que chef d'état-major de la marine. La mer, disent les marins, est un miroir de la vie, tantôt calme, tantôt agité. Elle reflète la force intérieure. Pour l'amiral Vaujour, la mer est aussi un espace de liberté, mais une liberté qui s'acquiert par la rigueur. Vous avez su allier cette rigueur à une vision ambitieuse, non seulement pour la marine nationale, mais pour les relations internationales qu'elle entretient, en contribuant notamment à renforcer les coopérations entre navales européennes et en jouant des rôles clés dans des opérations multinationales. Chef d'état-major de la marine est une position de premier plan, vous permettant de piloter vos forces navales d'une main ferme mais toujours bienveillante. Vous veillez à la préparation opérationnelle de vos marins, à leur discipline et à leur morale, car comme vous aimez à le répéter, la plus grande richesse de la marine, ce sont ses marins. En tant qu'homme de réflexion, vous tenez la barre en nous guidant vers les grandes orientations stratégiques et en assurant les coopérations avec les marines étrangères. Dans un monde en pleine mutation, les océans sont plus que jamais au cœur des enjeux géopolitiques. La marine nationale, confrontée à l'émergence constante de nouvelles technologies, doit non seulement anticiper ces bouleversements, mais également s'y adapter avec agilité. Parallèlement, les défis environnementaux prennent une ampleur inédite. Vous qualifiez vous-même d'ailleurs ces changements climatiques de catalyseurs de chaos, soulignant ainsi son rôle dans l'amplification des tensions globales et l'exacerbation des crises internationales. En conclusion, mesdames et messieurs, le parcours de l'amiral Vaujour nous enseigne qu'il n'y a pas de cap trop lointain pour qui sait garder le regard fixé sur l'horizon. Son histoire est une inspiration pour tous ceux qui, comme nous ici, aspirons à nous surpasser et à écrire nos propres aventures. Que nous soyons sur la mer ou sur terre, son exemple nous montre qu'avec de la passion, de la rigueur et une vision claire, on peut accomplir l'extraordinaire. Je vous enjoins alors de lui réserver un accueil chaleureux et de profiter pleinement de cette rencontre unique avec un homme qui a su garder le cap contre vents et marées et dont l'exceptionnelle épopée n'est pas près de se terminer. Merci pour l'accueil. Alors, comme il y a une petite compétition entre grandes écoles, je voudrais quand même dire que c'est la première fois que j'ai une présentation aussi remarquable. Donc, bravo à lui. Effectivement, merci Quentin pour ce beau discours introductif. Bonsoir cher public, merci d'être avec nous ce soir. Amiral, bonsoir et merci encore d'avoir accepté notre invitation. Avant de commencer notre échange, voulez-vous réagir en quelques mots à la présentation de votre parcours ?
Alors merci encore pour l'accueil. Sur le parcours, effectivement, peut-être une réaction. Je pense, mais c'est vrai dans tous les métiers, j'ai eu la chance d'avoir beaucoup d'opportunités. Et la vraie question que l'on a chacun dans la progression professionnelle, c'est est-ce qu'on saisit cette opportunité? Et c'est aussi quelque chose que je demande à mes commandants, soyez des ouvreurs de portes pour vos subordonnés, de façon à leur offrir la capacité à progresser. Et c'est parce que j'ai eu beaucoup de commandants qui m'ont appris beaucoup de choses, mais surtout qui m'ont ouvert les portes et qui m'ont permis de progresser, que j'ai réussi finalement à être là où je suis aujourd'hui. C'est bien la symbiose de vos qualités personnelles, évidemment, les efforts et le travail que vous faites, mais c'est aussi la capacité à saisir les opportunités qui vous sont offertes. Donc s'il y a un seul conseil en introduction que je peux vous donner, c'est saisissez les opportunités que vos patrons vous offriront demain. Alors, rentrons sans plus tarder dans le vif du sujet. Au cours de votre carrière, vous avez effectué une multitude de missions différentes. Est-ce qu'il y en aurait une qui vous a particulièrement marqué et au cours de laquelle vous auriez beaucoup appris sur la prise de décision ou le commandement en général? Alors, j'ai eu plusieurs missions dans ma carrière enfin plusieurs moments, je pense, qui m'ont pas mal marqué. Un des premiers, et parce que c'est souvent marquant quand on est en début de carrière, vous l'avez cité dans ma présentation, c'est l'embargo à Haïti. Alors que je suis tout jeune, j'ai votre âge à peu près, enfin un petit peu plus ancien, mais pas plus. Ma mission, c'était d'aller faire l'embargo au large d'Haïti, donc de contrôler les armes, le trafic d'armes sur les bateaux. Et donc là, vous partez tout seul avec votre équipe de commando et vous allez sur des bateaux qui sont tous différents. Bateaux jamaïcains, bateaux cubains, bateaux américains, tous les bateaux qui croisent au large d'Haïti. Et en fait, vous connaissez le premier isolement et donc le premier moment où vous devez décider tout seul parce que finalement, vous n'êtes pas si connecté que ça à votre bateau mère. Et donc, vous devez agir, réagir, faire face aux cas non conformes et puis à la tête d'une équipe commando face à des gens qui sont pas forcément toujours très sympathiques. Et donc ça apprend beaucoup. Ça apprend à se débrouiller tout seul, ça apprend à faire face au stress, ça apprend plein de choses. Ça fait gagner en maturité, évidemment, et ça, c'est l'exemple type de prendre ses responsabilités et la capacité d'un commandant à donner des responsabilités aux jeunes est quelque chose qui est absolument essentiel. Ce commandant-là m'avait donné la responsabilité, me faisait confiance pour faire ce genre d'opération. Plus tard, dans ma carrière, sur le Chevalier Paul, c'était en août 2013, vous vous souvenez peut-être, le président Hollande avait décidé que l'on mènerait des frappes contre la Syrie qui avait utilisé des armes chimiques à l'époque. Et donc j'étais parti avec mon bateau et vous l'avez montré dans la petite vidéo. La question qu'on se pose quand on monte au poste de combat, on sait qu'on va aller faire quelque chose où il va y avoir une réaction et donc vous allez rentrer dans une zone de danger, une zone de menace, vous allez peut-être recevoir un missile ennemi, etc. Et la question en tant que chef, c'est est-ce que je suis prêt ? Est-ce que j'ai tout fait pour que mon équipage soit prêt? Est-ce que j'ai tout organisé pour qu'on soit capable de répondre proprement? Ça, c'est des moments où ça vous prend aux tripes. Et sur les bateaux, on a l'habitude de faire quelque chose qui est ce qu'on appelle la communication du commandant. Donc c'est quelque chose que l'on utilise assez peu. Entre guillemets, c'est un peu l'interview télévisée du président de temps en temps. On ne le fait pas souvent, mais quand on le fait, c'est pour requérir l'attention de tout votre équipage. Et là, vous montez en passerelle, communication du commandant, et là, il y a un grand silence qui se fait dans tout le bateau, parce que vous avez quelque chose d'important à leur dire. Et c'est là que vous devez motiver les troupes pour dire « Ok, les gars, on y va, maintenant, on est prêts, vous êtes prêts, on va réussir. » Et ça, c'est des moments qui sont très forts, évidemment, et dont vous vous souvenez assez longtemps après, et puis après, ça se passe généralement assez bien, parce que effectivement, vous êtes prêts, effectivement, vous avez bien préparé votre équipage. Donc, c'est des moments qui sont très forts, où évidemment vous êtes dans une zone de menace, dans une zone de stress, et vous devez vous assurer que finalement vous avez travaillé suffisamment en amont pour être prêt au moment opportun. Le 1er septembre 2023, vous êtes nommé chef d'état-major de la Marine nationale et élevé au rang d'amiral, l'un des grades les plus prestigieux de l'armée. À ce titre, comme vous l'évoquiez, vous êtes responsable de la stratégie maritime, mais également du commandement opérationnel et des ressources humaines et financières et de leur coordination.
Dès lors, quelles sont les qualités personnelles et les compétences qui vous semblent indispensables pour réaliser ce rôle de haut responsable? Alors celle-là, elle n'est pas simple. Je ne sais pas s'il y a des qualités indispensables. La réalité, c'est que quand je regarde tous mes prédécesseurs, parce que du coup j'analyse tous je suis en train de scanner tous mes prédécesseurs dans le cerveau, là, pour voir s'il y a une qualité similaire chez chacun d'entre eux. En fait, la première qualité, c'est d'avoir conscience des responsabilités que vous prenez. On ne fait pas ça par hasard. Je crois que quand on prend les fonctions de patron, quelle que soit la fonction de patron, il y a une triple question que vous devez vous poser. Et donc, ce n'est pas des qualités humaines, mais c'est d'abord une vraie réflexion. C'est est-ce que j'ai envie d'y aller? Est-ce que j'ai l'énergie pour assumer ce poste? Et est-ce que j'ai une vision, c'est-à-dire une idée de ce que je veux faire dans ce poste? Je pense que ça, c'est absolument essentiel. Si vous n'avez pas d'idée sur ce que vous voulez faire dans le poste, dans l'entreprise que vous prenez ou dans le poste de chef que vous allez occuper, ben vous allez servir à pas grand-chose. Si vous n'avez pas l'énergie, vous ne serez pas à 200%, alors que quand vous êtes patron, vous devez être à 200% en permanence. Et donc pour ça, il faut une envie extraordinaire de réussir. Il faut une détermination sans faille dans cette affaire. Donc s'il y a une qualité première, c'est d'abord d'avoir cette réflexion, cette prise de recul et le choix et l'acceptation du poste. Ce ne doit pas être le résultat d'une ambition, parce que quand vous mettez l'ambition en premier, c'est que votre ego peut être un tout petit peu démesuré. C'est l'acceptation raisonnée que vous allez pouvoir effectuer le job. Alors évidemment, vous devez toujours avoir un petit peu d'ambition, parce que vous n'arrivez pas là complètement par hasard. Mais attention, ça ne doit pas être l'ego qui doit vous driver. Ça doit être la raison et ça doit être une réflexion très profonde sur l'objectivation de ce que vous êtes vraiment. Est-ce que vous êtes prêt à prendre le poste? Comment vous allez l'exécuter? Avec qui vous allez l'exécuter? Le poste de patron n'est pas un poste isolé, ne doit pas être un poste isolé. Vous ne pouvez pas commander une institution comme une armée, comme la Marine nationale, en étant isolé. Donc la question aussi, c'est dans votre manière d'agir, et ça rejoint une des qualités en creux, dans votre manière d'agir, c'est comment vous allez agir avec les autres. Comment vous allez vous positionner? Est-ce que vous allez être quelqu'un de dictatorial, entre guillemets, tout seul à décider de tout, ou est-ce qu'au contraire, vous allez tout déléguer, peut-être trop déléguer? Et donc la position du curseur dans la position que vous voulez avoir comme chef est absolument essentielle. Avec qui vous voulez diriger, comment vous voulez diriger, pourquoi vous êtes arrivé là, qu'est-ce que vous voulez faire. Une des grandes qualités qu'on attend d'un chef, c'est d'être capable... Alors, il y avait un amiral qui m'a beaucoup marqué quand j'étais sur la Jeanne d'Arc. La Jeanne d'Arc, vous n'en avez pas parlé dans mon nom. Je ne sais pas où il était là. Vous n'en avez pas parlé. C'est dommage, c'était une très très belle mission. À l'époque, on faisait des missions, c'est la 3e année, c'est pas votre année de césure, mais c'est un peu pareil. C'est l'année d'application, la 3e année de l'école navale, où on ne fait pas le tour du monde, mais nous, on était partis de Brest et on avait été jusqu'à Vladivostok. Et ça avait duré 6 mois. Et on avait rencontré un amiral qui nous avait dit, le commandant, c'est ne rien faire, faire faire, ne jamais laisser faire. Ne rien faire, faire faire, ne jamais laisser faire. Alors évidemment, dit comme ça, c'est assez caricatural. Évidemment, ça n'est pas ne rien faire. Mais ne rien faire, ça voulait dire être disponible à l'autre. Quand vous êtes chef, c'est que vous devez décider. Si vous n'êtes pas disponible, vos subordonnés ne viendront pas vous voir pour décider. Et donc, ne rien faire, c'est être prêt à recevoir vos subordonnés, être prêt à décider. Faire faire, c'est faire en sorte que chacun, et c'est la subsidiarité, faire en sorte que chacun ait son job et que vous déléguiez le maximum. D'abord, ça met en responsabilité vos subordonnés. Ensuite, le jour où c'est la guerre, vous ne serez pas capable de tout diriger. Et donc, ce jour-là, vous pourrez conserver le recul par rapport aux événements et orienter correctement l'action. Mais si vos subordonnés n'ont pas appris à faire à votre place un certain nombre de choses, ça sera trop tard. Ne rien faire, faire faire, ne jamais laisser faire. Ne jamais laisser faire, c'est bien le contrôle qu'on attend du chef.
pour vérifier que le cap est bien dans le bon sens. Et donc ça, c'est un peu des maximes, mais c'est quelque chose qui m'a pas mal drivé. Donc garder le recul nécessaire pour voir ce que les autres ne voient pas. Ce que je peux vous dire, c'est que dans l'action et dans l'action de guerre, dans les actions de combat qu'on mène aujourd'hui en mer Rouge, il y a ce qu'on appelle les effets de tunnel. C'est-à-dire que vous êtes tellement pris par l'action que des fois, vous pouvez être amené à faire une bêtise, alors que si vous avez gardé 2 mètres de recul, vous auriez pu vous apercevoir que ce n'est pas exactement ça qu'il aurait fallu faire. Et donc, le patron, le chef, il doit garder le recul qui permet d'analyser la situation dans son ensemble, avoir provoqué la subsidiarité qui permet à l'ensemble de l'équation, de l'écosystème, d'agir proprement et réorienter quand il faut réorienter. Voilà. Alors tout ça, les qualités pour avoir ça, chacun a ses qualités. S'il y en a une qui est importante, c'est qu'en tant que chef, vous devez être naturel. Si vous jouez un jeu, vous allez vous planter le jour où vous serez sous stress. Parce que le naturel reviendra au galop, entre guillemets. Mais si vous êtes naturel au quotidien, les gens ne seront pas surpris de votre attitude le jour où vous serez en stress. Si vous jouez un jeu, vous allez changer d'attitude le jour où vous serez en stress et ils ne comprendront plus votre mode de fonctionnement. Le chef doit être transparent vis-à-vis de ses subordonnés. Vous devez être compréhensible vis-à-vis de vos subordonnés. Si vous êtes trop compliqué, si on n'arrive pas à décrypter ce que vous voulez faire, en fait, votre organisation ne va pas fonctionner. Alors, en qualité de chef d'état-major de la Marine, vous êtes amené à interagir avec de nombreux interlocuteurs qui peuvent aller, par exemple, du chef d'état-major des armées, du ministre de la Défense, mais plus généralement de toute votre hiérarchie. Et vous devez bien entendu tenir compte des cadres légaux. Quelle est votre marge de manœuvre à vous dans les prises de décision stratégiques, notamment, par exemple, en ressources humaines ou en matériel? Alors, d'ailleurs, ça me permet de corriger la question juste avant. Je ne suis pas responsable opérationnel dans la marine. Et je vais revenir un petit peu sur toutes ces choses-là. Donc, de fait, dans les armées, on a 2 grands piliers. Il y a un pilier opérationnel, ce qu'on fait en opération, qui est directement sous les ordres du président de la République, qui donne ses ordres au chef d'état-major des armées et qui donne ses ordres au grand chef de chacune des zones dans le monde qui emploie les moyens des armées, que ce soit des moyens de l'armée de terre, de l'armée de l'air ou de la marine. Le chef d'état-major de la marine, comme le chef d'état-major de l'armée de terre ou de l'armée de l'air et de l'espace, ils sont chargés de construire bateaux, chars, avions, recruter, former, entraîner l'ensemble des équipages, préparer des forces, proposer des options au chef d'état-major des armées pour répondre aux crises auxquelles on fait face. Alors, typiquement, vous avez une crise, on va prendre une crise par exemple au Liban, où on se pose la question à un moment, c'était pendant les vacances de la Toussaint, ça fargue mal au Liban, est-ce qu'il faut, comment on réagit, est-ce qu'il faut prépositionner des moyens, est-ce qu'on doit évacuer nos ressortissants, etc. Le rôle du chef d'état-major de la marine, c'est de dire, vu de mon volet maritime, je peux prépositionner un bateau dans lequel on pourra embarquer des troupes de l'armée de terre, avec des hélicoptères, etc. Et si on doit faire une évacuation d'urgence, le mieux, c'est de le prépositionner à Chypre, par exemple, etc. Ça, c'est le rôle du chef d'état-major de la marine, de dire, voilà ce que je suis capable de faire, voilà les options que je suis capable de proposer, soit la marine tout seul, soit à plusieurs en interarmée. Et après, ces options, elles sont travaillées par l'état-major des armées, proposées au chef d'état-major des armées, validées par le président de la République, et après, on met en œuvre. Et une fois qu'on met en œuvre, on décide de qui va commander l'opération, et puis c'est parti. Nous, on met à disposition les moyens, et on fait en sorte, 1, qu'ils soient disponibles, 2, qu'ils soient prêts, entraînés, et ainsi de suite. Donc ça, c'est la mission opérationnelle. Mon rôle opérationnel, c'est d'être celui qui conseille le chef d'état-major des armées et qui lui propose des options. Après, pour faire ça, ma vraie responsabilité, c'est de recruter, d'embaucher, d'entraîner, etc. Et de faire en sorte d'avoir une marine, c'est-à-dire des forces, du patrouilleur au porte-avions, du sous-marin à l'avion en l'air, qui soient disponibles, prêts à agir dans l'ensemble des missions de la marine. Et donc ça occupe notre quotidien, c'est ce qu'on appelle le pilier organique de la marine. Faire en sorte d'avoir la bonne personne au bon endroit au bon moment pour aligner les planètes et délivrer les faits militaires que le chef d'état-major va nous demander. Voilà. Donc évidemment, un de mes premiers rôles, c'est d'être recruteur, formateur et entraîneur pour préparer les capacités. Le ministre, dans l'affaire, parce que j'ai parlé du chef d'état-major des armées, des chefs d'état-major d'armée, le ministre, lui, il est au niveau politique pour élaborer typiquement le budget,
on en a beaucoup parlé ces derniers temps, mais typiquement pour élaborer le budget et convaincre Bercy, convaincre le Premier ministre, le Président, qu'il faut allouer tel et tel montant à son ministère de façon à pouvoir faire fonctionner le ministère. Il est responsable aussi de l'organisation du ministère pour optimiser la manière dont il fonctionne au mieux pour que chaque euro soit bien dépensé. Alors justement, la transition est trouvée vers le milieu de la politique. L'instabilité politique actuelle en France, qui a été matérialisée par la censure du gouvernement hier, implique-t-elle une incertitude dans la façon dont le budget sera alloué à la Marine nationale? Et plus généralement, est-ce qu'elle aura des conséquences sur son organisation? Alors en fait, elle provoque, d'ailleurs le ministre l'a dit il n'y a pas longtemps, il y avait une interview dans le Parisien, sauf erreur de ma part, aujourd'hui, donc de fait ça provoque une instabilité, évidemment, et donc évidemment il y a un impact sur la marine, mais de manière générale, en fait, sur tous les ministères. Vous le savez, le PLF, ça fonctionne de manière assez simple. Quand on vote le projet de loi de finances 2025, en fait, on vote sur un triennal, c'est-à-dire qu'on vote pour 25, 26, 27, sur des hypothèses de financement, et on vote tout particulièrement pour les engagements financiers de 2025. Donc forcément, là, on n'a pas l'équation budgétaire qui va permettre de fonctionner durant l'année 2025. Alors la Constitution est bien faite, vous avez tous entendu parler des lois spéciales, etc. Évidemment, aujourd'hui, si on n'a pas de perspective en 2025, on est très embêté, parce que ça veut dire qu'on repart sur le budget 2024, et donc c'est forcément pour la marine moins d'argent cette année, puisqu'il y avait une progression qui était prévue en 2025. Donc, tout ce qu'on peut espérer maintenant, c'est qu'on ait un gouvernement rapidement, qui puisse retravailler sur un nouveau budget, qu'on puisse le voter le plus rapidement possible. Donc, entre deux, il va falloir faire un peu le dos rond et naviguer un peu à vue. Alors, pour les marins, naviguer à vue, on sait faire à peu près. Mais il ne faut pas que ça dure trop longtemps. Voilà, c'est ça la question. Et je crois que c'est vrai pour l'ensemble des ministères. La question, c'est de retrouver une stabilité le plus rapidement possible, donc un Premier ministre, donc un nouveau budget, et qu'il soit voté le plus rapidement possible. Si on arrive à faire ça dans les quelques premiers mois de l'année 2025, alléluia. Si c'est plus tard, ça va être un peu embêtant, parce que là, de fait, on va avoir des problèmes à financer et à prioriser l'ensemble de notre travail. Vous savez, pour une organisation comme la marine, une armée comme l'armée de terre, l'armée de l'air, on a deux choses. On a l'investissement qui est sur le long terme et le fonctionnement qui est sur le court terme. Naviguer à vue, ça peut fonctionner pour le fonctionnement. En revanche, pour l'investissement de long terme, c'est beaucoup plus compliqué. Nous, on a plein de programmes qui sont en cours de fabrication de frégates, d'avions, de sous-marins, demain de porte-avions. Un porte-avions, c'est 15 ans de programme. C'est 15 ans pour le fabriquer. Une frégate, c'est 7 ans. Un sous-marin nucléaire, c'est 10 ans. Donc des à-coups dans le budget, c'est assez pénalisant. Et c'est pénalisant pour la marine, c'est pénalisant pour l'industrie. En fait, un industriel, quand il fabrique quelque chose sur le long terme, il a besoin de stabilité dans l'investissement. Si vous cassez l'investissement à un moment, eh ben en fait, les ingénieurs qui bossent sur le sous-marin, et si vous arrêtez de financer, ben, ils vont aller faire autre chose, ils vont aller chercher un emploi ailleurs, et donc on va arrêter ça. Or, on a besoin de détermination, d'endurance dans les métiers extrêmement compliqués pour fabriquer quelque chose. Je prends l'exemple du porte-avions nouvelle génération. Aujourd'hui, on a commencé à lancer les fabrications des chaudières du porte-avions nouvelle génération. Il faut qu'on maintienne cet effort, parce que cet effort pour fabriquer une chaudière nucléaire, c'est d'embaucher d'abord des ingénieurs. Et ça, c'est ce que l'industrie a fait. Et si je dois arrêter ça, ben, ça veut dire qu'on va être très embêté. On va devoir arrêter ce recrutement, on va devoir les faire partir. Non. Donc il faut véritablement qu'on arrive à avoir une constance dans l'investissement pour garantir les savoir-faire que l'on développe. Donc cette déstabilisation budgétaire, elle est très embêtante. Elle peut être résolue à partir du moment où on va assez vite dans la constitution d'un nouveau gouvernement et dans la stabilisation d'un nouveau budget, mais il ne faut pas que ça dure trop longtemps. Oui. Alors, comme vous venez de l'évoquer, la hausse des budgets permet d'assurer la continuité dans l'apprentissage des savoir-faire, mais tout ceci pour répondre aux enjeux géopolitiques auxquels la France fait face à l'échelle internationale. Entrons dans le vif du sujet et abordons ces enjeux à l'échelle de l'OTAN d'abord. Alors la Turquie, membre stratégique de l'OTAN, pourrait bientôt rejoindre le groupe des BRICS, qui s'est étendu à 4 pays dont l'Iran.
Donc cette alliance a pour but de lutter contre l'hégémonie occidentale et prône un monde multipolaire. La stratégie turque de la patrie bleue vise par ailleurs à étendre les intérêts de la Turquie dans les mers qui bordent son territoire, ce qui crée parfois des conflits avec ses voisins. Comment gérer les divergences au sein de l'alliance militaire qu'est l'OTAN? Alors, l'OTAN est effectivement une alliance militaire et politique. Faut jamais l'oublier. C'est les deux à la fois. Elle fonctionne plutôt très bien. On avait parlé certains avaient dit mort cérébrale. Alors, vous savez tous qui a dit ça, donc je ne vais pas le citer, mais et c'était un peu une réalité. Il y avait une espèce d'affaissement de la réflexion stratégique dans l'OTAN. Le contexte géopolitique auquel on fait face a un peu réveillé cette organisation, pas un peu d'ailleurs, beaucoup. Et il y a une vraie cohésion qui s'est recréée autour des enjeux auxquels on fait face. La Turquie fait partie de nos alliés et la Turquie fait partie de cette équation-là. Aujourd'hui, la Turquie, typiquement, vous le savez, est traversée par un détroit, les détroits du Bosphore, détroit des Dardanelles, qui permet de rallier la mer Noire. Au titre de la Convention de Montreux, elle a fermé ces détroits aux nations qui ne sont pas belligérantes, qui ne participent pas, qui ne sont pas dans la mer Noire, pour être plus clair. C'est un avantage assez fort pour contrer ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine. Typiquement, ça empêche la Russie de ravitailler Sébastopol aujourd'hui en mer Noire. Ce qui est quand même une énorme contrainte pour la Russie. Ils ont une vraie capacité à aligner tous ceux qui parlent d'une même voix pour être sûr que la Turquie est bien représentée dans l'ensemble des institutions. Mais oui, ils ont une indépendance d'esprit. Est-ce qu'on peut leur reprocher? Nous, France, on a aussi une belle indépendance d'esprit. On a quand même vécu, tout le monde nous disait, vous avez un pied en dehors de l'OTAN, un pied à l'intérieur de l'OTAN, jusqu'à ce que, sous la présidence de M. Sarkozy, on retourne dans l'organisation intégrée de l'OTAN. Donc nous aussi, on a eu une position assez particulière dans l'OTAN. Aujourd'hui, si on regarde l'OTAN, elle est vraiment bien organisée, c'est une belle alliance où on se connaît tous les pays de l'OTAN, je connais tous les chefs d'état-major des pays de l'OTAN, personnellement. On se rencontre, on travaille ensemble et on est vraiment efficace ensemble. Vous l'avez montré dans ce que je racontais dans le petit film, là, le teaser, entre guillemets, le trailer. Je reste fondamentalement persuadé que la puissance d'une nation, elle dépend aussi de ses partenaires. Et donc, il faut travailler avec ses partenaires. Travailler avec ses partenaires, être interopérable, comme on le dit, c'est plusieurs choses. C'est d'abord être capable de se parler, il y a une connectivité radio. Il y a travailler ensemble, c'est des procédures. Et la troisième chose, c'est se faire confiance. Se faire confiance, c'est quelque chose qui n'est pas simple du tout. Se faire confiance, pour vous faire marrer, ça commence au bar autour d'une bière. Mais surtout, ça se travaille et ça se travaille dans le long terme. C'est quelque chose où vous devez entretenir le lien. Et pour se faire confiance, il faut se comprendre. Pour se comprendre, il faut s'écouter. C'est quelque chose qui est essentiel. Comprendre l'autre, ça veut dire accepter sa différence et accepter le fait qu'il ait une autre manière de penser. D'abord, ça enrichit. Pourquoi j'ai besoin de partenaires? C'est pour avoir quelqu'un qui me challenge dans ce que je pense, qui me challenge dans mes convictions. Et c'est aussi quelqu'un qui a d'autres modes d'action, d'autres manières de faire et qui va m'enrichir et qui va me permettre de monter en compétences. Travailler tout seul dans son coin, c'est pas bon. Travailler à plusieurs, on s'enrichit ensemble. Alors on dit toujours que tout seul on va plus vite, mais en fait, à plusieurs on va plus loin. Et l'OTAN, c'est vraiment ça. Des fois c'est un peu long, mais en pratique, ça nous permet d'aller beaucoup plus loin. Et la devise de l'OTAN, c'est « Stronger Together », c'est une réalité. Le nombre de bateaux que l'OTAN est capable de rameuter à l'instant T aujourd'hui autour de l'Europe est bien supérieur au nombre de bâtiments russes. Bien supérieur, sans comparaison. Alors, pour rester sur l'OTAN, le vainqueur des dernières élections américaines, Donald Trump, a émaillé sa campagne de menaces de désengagement de l'OTAN, dont les États-Unis sont bien entendu le principal contributeur. Avez-vous d'ores et déjà ressenti les conséquences de son élection et est-ce que celle-ci représente une menace pour la France et les pays européens membres de l'OTAN, notamment évidemment dans le contexte de la guerre en Ukraine? Alors, Donald Trump a déjà eu un mandat de 4 ans à la tête des États-Unis et donc on a pu observer pendant ces 4 années
comment il avait déjà challengé l'OTAN. Alors, je parlais des Turcs dans leur qualité de négociation. Je pense qu'on peut parler de Donald Trump dans sa qualité à faire des deals. Et je pense que sa manière de faire, que ce soit en relations internationales, que ce soit dans les relations commerciales, que ce soit dans ses relations avec l'OTAN, est toujours un peu la même. Non pas qu'il soit simpliste, mais quelque part, c'est d'abord, je ne sais pas si je peux être un peu caricatural, mais c'est d'essayer de déstabiliser l'adversaire pour obtenir le meilleur deal possible. Typiquement, ça fait partie de ce narratif de « je vais déstabiliser l'adversaire », mais il réussit plutôt pas mal de ce côté-là, parce que ça fait un petit peu peur. Je vais me désengager, etc. Je ne pense pas objectivement que les États-Unis se désengagent de l'OTAN, parce que les États-Unis ont un intérêt à avoir une Europe stable. Objectivement, si on prend de manière complètement macro, l'Europe est malgré tout un marché aussi pour les États-Unis, donc ils n'ont pas intérêt à déstabiliser profondément l'Europe. Donc, ils vont maintenir évidemment des liens avec l'Europe. La question pour eux, c'est quel est le bon curseur ? Quel est le bon curseur entre les grands enjeux stratégiques auxquels ils ont à faire face ? Évidemment, le premier d'entre eux pour eux, c'est la relation avec la Chine dans la crise que l'on connaît autour de Taïwan. Ce rebalancing américain, il n'a pas débuté aujourd'hui, il a débuté en fait sous l'ère Obama. D'ailleurs, on l'appelait comme ça, on l'appelait le rebalancing sur finalement la zone centrale la plus importante à l'époque, c'était Iran, Golfe, et on va se rebalancer vers l'Asie. L'épisode que l'on est en train de vivre de guerre en Europe a fait un tempo, un stand-by quelque part où les États-Unis viennent considérablement aider les Ukrainiens dans la guerre qu'ils mènent aujourd'hui contre la Russie. Mais évidemment, on sent bien que la stratégie de long terme des États-Unis, c'est de faire face au grand compétiteur qu'est la Chine aujourd'hui. Et donc, de dire, mais ce que tous les Européens savent, que grosso modo, leur premier problème, c'est la Chine et un peu moins la Russie. Donc, les Européens, si vous pouviez traiter un peu plus, j'en serais assez content. Voilà, c'est un peu ça ce qu'il nous envoie comme message. Mais il nous l'avait déjà envoyé quand il était au pouvoir, avant le président Biden. Et donc, ce n'est pas une nouveauté pour nous. Évidemment, ça interroge. Vous vous souvenez que lors de son premier mandat, il avait un peu posé sur la table les 2% du budget de chacun des pays, 2% du PIB pour le budget de la défense, etc. Force est de constater que quand il revient, tous les pays européens se sont à peu près mis à ces 2%. Si je veux faire un peu de prospective, il va dire, bon, maintenant, vous devez mettre 3%. Mais ce n'est pas du tout exclu, parce qu'il a commencé à sortir un peu ces chiffres-là. Et on voit bien qu'il poursuit une stratégie en disant, les Européens, vous comptez que sur les Américains, ça serait bien de compter aussi un peu sur vous. C'est finalement un message qui n'est pas complètement différent de ce que l'on porte, nous, Français. C'est, attention, soyez un peu plus autonome dans votre défense et ne comptez pas que sur les Américains. Je vous rappelle que j'ai un petit sujet en Indo-Pacifique. C'est un peu ça son message. Et donc, je ne pense pas qu'il se désengage de l'OTAN, mais qu'il est en train de positionner un curseur. Alors, comme d'habitude, quand on fait un deal, on le pousse très loin, et puis après, on revient un petit peu en arrière. Et donc, toute la question, ça va être de savoir comment, nous, Européens, on est capable d'apporter un éclairage, une réponse, de la réassurance, en tout cas de travailler correctement avec les Américains, qui, je le rappelle, sont nos premiers partenaires. Les Américains sont notre premier partenaire. Ils sont venus nous aider à chaque guerre mondiale. Ils sont venus, là, en Ukraine, c'est les premiers à aider l'Ukraine aujourd'hui. Donc, il n'est pas anormal que l'on discute de l'ensemble de ces choses-là entre grands garçons. Vous évoquiez l'émancipation de l'Europe vis-à-vis des États-Unis. En effet, on observe qu'il y a des... Je ne sais pas si c'est émancipation. Alors, du moins l'autonomie de l'Europe vis-à-vis des États-Unis. Vous évoquiez... Alors, il existe des coopérations entre industriels français et européens, notamment entre Français et Italiens, qui ont développé la nouvelle génération de missiles de défense antiaérienne, dont un tir d'essai a été couronné de succès. Donc, il s'agit du missile Aster 30 B1NT. Dans ce contexte, dans quelle mesure la coopération multinationale entre États européens peut-elle limiter l'indépendance stratégique de ces pays? Alors, attends, répétez la question. Hein. Alors, dans quelle mesure les développements
de systèmes en coopération avec d'autres pays européens peuvent limiter l'indépendance stratégique, par exemple, de la France et de l'Italie? Alors, ça ne va pas limiter, au contraire, ça va renforcer. Entre guillemets, on ne peut pas tout faire tout seul. Ça, c'est juste impossible. Et en termes industriels, il y a des choses qu'on fait tout seul. Ça coûte très cher, c'est la dissuasion nucléaire, c'est les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins. Ça, on le fait par nous-mêmes, et je reviendrai dessus après. Mais pour développer des capacités et pour être capable de suivre la course technologique qui est engagée aujourd'hui dans le monde, il faut se mettre à plusieurs. Donc, vous avez parlé de l'Aster 30 B1NT, qui est donc l'entreprise MBDA qui fabrique ces missiles, qui est une entreprise qui est une pépite en réalité. Ces missiles sont vraiment très très bons. Et aujourd'hui, il y a très peu de pays dans le monde qui soient capables de développer ce genre de système. Pour être totalement clair, il y a les États-Unis d'un côté avec leur système missile et MBDA. Alors il y a évidemment les Russes de l'autre côté, les Chinois. Mais dans les nations occidentales, il y a MBDA et les États-Unis. Je dis ça c'est mesuré. C'est-à-dire que vous avez parlé de l'essai, mais en fait l'essai, c'est un peu trop facile. C'est plus intéressant de regarder ce que ça donne en opération. Et il se trouve que la Marine nationale a intercepté des missiles balistiques qui attaquaient des navires de commerce en mer Rouge en opération. Et donc là, ça vous permet de vérifier que l'ensemble du système que vous avez développé, du radar qui détecte le missile balistique jusqu'au système de combat qui tire le missile et qui permet de l'intercepter, fonctionne. Et c'est quelque chose qui est probablement ce qu'il y a de plus compliqué aujourd'hui, c'est d'intercepter un missile balistique. Un missile anti-navire, on le détecte plutôt pas mal, ça va pas trop vite, ça va à Mach 1, des fois 2, 2,5, bon ok, on sait faire. Un missile balistique qui rentre, ça va très vite. Et donc, entre le moment où vous détectez et le moment où vous donnez l'ordre de feu, il se passe moins de 10 secondes. Et donc, ça nécessite d'avoir des gens qui sont formés, d'avoir des missiles qui fonctionnent, d'avoir des gens qui n'ont pas de moufle au poignet et qui appuient sur le bouton au bon endroit, au bon moment, etc. Et donc, il faut avoir des gens hyper entraînés, des athlètes de haut niveau dans nos systèmes. Mais tout ça parce qu'on a un industriel qui fonctionne. On a un industriel qui sait comment nous, on fonctionne aussi. On a réussi à développer le système qui est performant. Aujourd'hui, MBDA, c'est une entreprise qui, évidemment, était avec les Italiens, était aussi avec les Britanniques. Et en fait, à 3, on est capable de faire un écosystème qui fonctionne. Ça renforce notre autonomie. Si on n'avait pas ça, on achèterait américain. Ça ne veut pas dire que les missiles américains ne sont pas bons, mais ça veut dire que là, en fait, les pays qui travaillent là-dessus sont des pays européens. Et donc, on a quand même une communauté de pensée et une communauté de vision de ce qu'on veut atteindre qui fonctionne plutôt pas mal. Est-ce que Airbus affaiblit notre autonomie stratégique? Je ne pense pas. Airbus est une entreprise aujourd'hui européenne, fondamentalement, qui est en compétition avec une autre américaine de l'autre côté de l'Atlantique. Et finalement, la vision qu'ont eu les pays européens de construire des grands champions ensemble dans un domaine particulier ont renforcé en fait la solidité de l'Europe en particulier. Donc c'est vrai pour MBDA, c'est vrai pour Airbus, parce que Airbus, vous savez, il y a un volet défense assez important du côté d'Airbus, que ce soit dans les hélicos ou dans les avions. C'est vrai pour Thales, et tout ça, c'est des grands champions européens qui se sont construits grâce aux pays européens et qui renforcent malgré tout notre autonomie stratégique. Alors après, il y a ces grands industriels qui ont absolument besoin de ne pas être sur un seul pays. Ils ont besoin en fait d'être sur plusieurs pays. Et puis il y a l'autonomie dont on parle. C'est l'autonomie que vous souhaitez avoir pour n'avoir aucune contrainte. Et là, c'est typiquement la dissuasion nucléaire évidemment. La capacité à construire un sous-marin nucléaire lanceur d'engins seul, avec l'ensemble de l'écosystème industriel, à 100% français, c'est quelque chose qui est assez unique dans le monde. En fait, il y a les États-Unis qui sont capables de faire ça, la France, et les autres ont été un peu aidés. Les Britanniques ont été aidés par les Américains, n'ont pas une indépendance complète. Les Indiens ont été un peu aidés dans la trame sous-marin par d'autres pays qui leur ont fourni des sous-marins, et les Chinois également, même s'ils arrivent à l'autonomie complète maintenant. Mais c'est quelque chose d'extrêmement compliqué. Et je pense que, honnêtement, on peut être assez fier de notre industrie aujourd'hui, qui est capable de faire ça.
le sous-marin nucléaire lanceur d'engins est l'objet le plus compliqué qui existe. Vous avez à la fois une base aérienne de Kourou, de lanceur spatial, à côté d'une centrale nucléaire et de torpilles qui sont en l'avant. Tout ça sous l'eau, c'est juste incroyable comme système. Alors, parlons un petit peu de ce premier partenaire qui est les États-Unis. La perte du contrat fournissant 12 sous-marins à l'Australie en 2021 a fait figure de séisme dans les relations avec les États-Unis et la Grande-Bretagne. Qu'en est-il aujourd'hui? Comment ces relations ont-elles évolué et comment éviter une telle situation à l'avenir? Alors, vous avez raison. À l'époque, alors je ne sais plus quand c'était, 2021, la rupture du contrat, un truc comme ça. Le programme AUKUS, c'était le contrat du siècle en Australie, remporté par la France. Et donc, la France, Naval Group, était hyper content, etc. Enfin, tout allait bien. Et il y a eu une rupture dans la manière d'appréhender les choses de l'Australie. Quand je disais tout à l'heure, il faut comprendre les autres, on n'a pas compris cette rupture qui est en train de s'opérer. Quand ils ont lancé le programme de sous-marins, pas le programme AUKUS, mais quand ils ont lancé le programme de sous-marins, les Australiens avaient une volonté très forte de souveraineté et de faire en sorte de développer des sous-marins de manière souveraine. Et ils avaient trouvé dans le partenariat avec la France cette capacité à garantir le fait que la fabrication des sous-marins serait souveraine et donc qu'ils pourraient disposer de l'ensemble de l'écosystème industriel, ressources humaines, etc., qui permettent d'opérer des sous-marins. Et en 2021, ils se sont dit, en fait, on a une menace existentielle qui est en train de monter, qui s'appelle la Chine. Et la stratégie qu'on avait adoptée jusque-là, qui était « je veux être souverain et je veux être capable de me défendre par moi-même », s'est effondrée avec ce constat-là. Et ils se sont dit, finalement, non, je ne peux pas être souverain, je ne peux pas avoir mon autonomie stratégique, et donc il faut que je fasse le choix d'un partenaire qui vienne m'aider quoi qu'il arrive et dont je vais dépendre. Et là, ils ont choisi les États-Unis. Et donc, ça a été le début d'AUKUS. Et donc, ça a été un shift politique, d'abord, australien, de cette fabrication, de ce contrat, de cette nouvelle réorientation AUKUS. Où on en est aujourd'hui? AUKUS, c'est plusieurs piliers. Il y en a un pilier, c'est les sous-marins. Et je pense que sur ce pilier-là, ils ont choisi d'aller vers des sous-marins nucléaires. Ils sont en difficulté. C'est peu de le dire. Et je pense que même certains think tanks maintenant en Australie se disent « et si jamais on devait revenir vers les Français, pourquoi ça ne serait pas si mal, etc. » Bon, enfin bref. Il y a un autre pilier qu'il ne faut pas négliger et qui rejoint ce que je vous ai décrit juste à l'instant, c'est que AUKUS, certes, c'était un contrat de sous-marin, mais c'était aussi et surtout se mettre à plusieurs pays pour développer des grandes technologies et aller ensemble vers des ruptures technologiques. L'hypervélocité, la furtivité, les missiles balistiques, etc., le quantique, enfin tous ces trucs-là, ça rentre dans le deuxième pilier d'AUKUS, où finalement, les États-Unis constatent aussi que aller tout seul dans certaines technologies, c'est compliqué, il vaut mieux avoir des partenaires. Et donc, c'est 3 partenaires anglo-saxons très proches qui se mettent ensemble pour développer de l'hypertechnologie. Et ça a été très drivé par les Américains, en disant « j'ai besoin de partenaires pour développer de partenaires de confiance ». Et donc, deuxième pilier d'AUKUS. Là-dessus, c'est assez intéressant, mais ça rejoint la question qu'on a sur MBDA juste avant. Les 3 partenaires ensemble, Italie, France, Grande-Bretagne, sur le développement missile, c'est un petit AUKUS à nous, entre guillemets, en Europe. C'est le deuxième pilier de « à plusieurs, on est capable de monter de l'hypertechnologie ». Et donc ça, c'est une bonne chose. Sur le partenariat sous-marin nucléaire, j'avais été en Australie 6 mois après qu'on nous ait un peu planté un couteau dans le dos. C'est comme ça que Jean-Yves Le Drian l'avait dit, il l'avait caractérisé. Et j'avais été interviewé par l'équivalent du Monde australien. Et il m'avait dit, bon, qu'est-ce que vous en pensez, etc. Bon, et je leur avais dit, écoutez, vous avez fait un choix politique stratégique, et je ne reviens pas dessus, c'est votre choix, de dire, ok, je considère que la Chine me menace, donc il faut que je renouvelle mon partenariat. Mais je lui ai dit, vous avez choisi la voie la plus compliquée.
parce que vous n'avez pas d'industrie nucléaire en Australie. Vous avez même plutôt des anti-nucléaires en Australie que des pro-nucléaires. Et ça, c'est un écosystème qui est extrêmement complexe à monter. Vous n'avez pas du tout l'épaisseur ressources humaines nécessaires pour monter en compétence suffisamment vite de vos sous-marins classiques vers les sous-marins nucléaires. Et vous allez être en grande difficulté pour construire les infrastructures nécessaires à tout ça. Vous avez fait un choix, quel choix le plus difficile, je vous souhaite bonne chance. C'est comme ça que je leur avais dit, c'était il y a 3 ans maintenant. Eh bien, force est de constater qu'ils n'ont pas terminé, ça va leur coûter, aujourd'hui on estime 3 fois plus cher. Ils auront leurs sous-marins peut-être avec 4 ou 5 ans de retard par rapport à ce que nous on prévoyait de leur fournir, et ils ne seront pas indépendants. C'est un choix politique. Continuons sur la dissuasion nucléaire, si vous le voulez bien. La France maintient une politique et une position stable de dissuasion nucléaire depuis 1960 et ininterrompue. Comment la Marine nationale assure-t-elle la mise en œuvre de cette dissuasion nucléaire? Alors vous avez raison, s'il y a probablement un sujet sur lequel il y a eu un consensus politique depuis les années 60, c'est la dissuasion nucléaire. Et c'est d'ailleurs assez incroyable. Et vous le savez peut-être pas, mais il y a une organisation très spécifique sur cette dissuasion nucléaire qui fait que l'on réfléchit, c'est probablement un des domaines où on réfléchit le plus en prospectif. Il y a des réunions tous les ans autour du président qui décrivent le problème, la menace et un certain nombre de choses, et qui prennent les grandes orientations stratégiques et qui sont suivies gouvernement après gouvernement, président après président, depuis 1960. Quel que soit le bord, quelle que soit l'orientation politique. Donc ça, c'est déjà quelque chose d'assez extraordinaire. En fait, la France est capable d'avoir des visions stratégiques de temps long, et c'est notamment le cas dans la dissuasion nucléaire. Le boulot de la marine, c'est de mettre en œuvre et de garantir la fiabilité de la dissuasion nucléaire. On met en œuvre la dissuasion nucléaire dans 2 composantes. La première, c'est les sous-marins, qui est la plus connue, évidemment. Donc, on a en permanence un sous-marin nucléaire lanceur d'engins qui est dilué, on appelle ça dilué dans l'océan, c'est-à-dire qui est considéré comme non détecté, non détectable. On pourra y revenir dans l'océan, et qui est capable de répondre, quoi qu'il arrive, à une agression de nos intérêts vitaux. Il y a une deuxième composante qui peut être embarquée sur le porte-avions Charles de Gaulle, où on peut emporter l'arme aéroportée également sur le porte-avions. Et donc on est capable également de délivrer un raid nucléaire à partir du porte-avions, partout où il se trouve dans le monde. Cet écosystème est quelque chose d'extrêmement compliqué. Alors vous savez qu'on a 4 sous-marins nucléaires lanceurs d'engins en France, qui sont entretenus à l'île Longue, à côté de Brest, avec un certain nombre d'équipages qui permettent de se relayer. Donc tous les 70 jours en moyenne, tous les 70 jours, on lance un sous-marin nucléaire en mer, et une fois qu'il est dilué, le précédent revient. Voilà. On ne sait jamais où il est, je ne sais pas où il est, c'est quelque chose que l'on laisse au commandant du sous-marin. Il se dilue de façon à être capable de répondre à ce qui pourrait arriver. La mise en œuvre de la dissuasion, c'est la protection de nos intérêts vitaux. Les intérêts vitaux de la France ne sont pas définis de manière volontaire, de façon à ce que l'adversaire ait toujours le doute sur le fait que s'il atteint nos intérêts vitaux, on répondra. La dissuasion, c'est non pas une manœuvre psychologique, mais c'est quelque chose qui est tellement dévastateur que l'autre ne peut pas faire le pari qu'il va gagner. En fait, s'il nous attaque, la réponse sera tellement dévastatrice qu'il ne faut pas qu'il attaque. En fait, quand on envoie des missiles balistiques, vous pouvez mettre tous les systèmes de défense, ça finit toujours par percer. Donc en réalité, il faut lui interdire d'avoir même l'idée d'envoyer des missiles. Donc la question, c'est pas d'aller faire des abris anti-atomiques, la question, c'est pas d'aller faire un espèce de dôme de fer pour intercepter des missiles nucléaires, c'est pas la question. La question, c'est qu'il faut interdire qu'il ait même l'idée de nous attaquer. Et quand vous parlez de bombes nucléaires, on ne parle pas de centaines de morts. On parle de millions de morts. Et donc quand vous rayez de la carte des villes, en fait, c'est ça ce qui fait peur.
Et c'est ça ce qui dissuade. Et ce que vous voyez aujourd'hui se passer en Ukraine, dans le monde et dans le narratif qui existe stratégique aujourd'hui entre les grandes puissances, c'est de fait un narratif nucléaire et c'est de fait une grammaire particulière. Le tir d'un missile qu'on appelle IRBM, un missile balistique moyenne portée sur l'Ukraine par la Russie, est un message stratégique de dissuasion. Je mène une escalade pour vous montrer que je suis déterminé à continuer. C'est un message envoyé aux nations dotées nucléaires. Évidemment, il n'y avait pas l'arme nucléaire, mais c'est une escalade, c'est un barreau supplémentaire dans l'escalade. C'est un message qui nous est adressé. Nous avons une vision de la dissuasion qui est très claire. La dissuasion, elle est défensive, stricte suffisance, c'est-à-dire qu'on n'a pas développé des milliers de têtes nucléaires. On a le juste nombre nécessaire pour répondre, et pour répondre à une grande puissance qui viendrait nous agresser. Voilà. Donc, de fait, ma responsabilité, c'est de garantir que ça fonctionne, garantir au président de la République que j'ai toujours un SNLE qui est prêt à le faire. Et en même temps, pour garantir cette crédibilité, on fait des démonstrations très régulières. Et ces démonstrations, c'est des tests de missiles balistiques que l'on fait régulièrement. Alors, on fait généralement un peu de com, parce que c'est justement cette communication qui est un message stratégique au regard de nos compétiteurs. Et les pays qui sont capables de définir un missile balistique porteur d'une arme nucléaire sur une table, de le concevoir par un industriel, de le développer, de le construire, de l'intégrer sur un sous-marin, et au premier essai de réussir le lancement de ce truc, c'est exactement l'inverse de SpaceX. SpaceX, il teste tout le temps, il échoue et à la fin, il réussit. Nous, pour montrer qu'on est crédible, en fait, on teste tout, on vérifie tout et on réussit du premier coup. C'est très différent, mais c'est très efficace pour adresser un message stratégique. Alors, la France a plusieurs priorités en matière de désarmement nucléaire, comme l'entrée en vigueur du traité d'interdiction complète des essais nucléaires, le renforcement des mesures de transparence ou la poursuite du dialogue entre États dotés ou non dotés sur les enjeux techniques de la vérification du désarmement. Au contraire, n'y a-t-il pas plus de risques de conflit si on tend à réduire ces forces de dissuasion ? Alors, je ne pense pas que dans le monde, aujourd'hui, on tende à réduire les armes nucléaires, malheureusement. Je pense qu'on peut tous être d'accord sur le fait que le monde parfait voudrait qu'on n'ait plus d'armes nucléaires. Ça, d'accord. La réalité de ce qui se passe nous montre qu'au contraire, si l'Ukraine avait gardé ses armes nucléaires, on n'en serait peut-être pas là en Europe aujourd'hui. Et malheureusement, je pense que les leçons que tirent la plupart des grandes puissances régionales ou mondiales aujourd'hui, c'est que finalement, l'arme nucléaire, ça permet de se sécuriser un peu. Et donc, la menace de ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine, c'est la prolifération nucléaire dans le monde. Ce n'est pas le désarmement. Alors, on peut avoir tout plein de traités d'interdiction des armes nucléaires, etc. Mais la réalité de ce qui se passe, si on veut être totalement objectif, c'est que aujourd'hui, le narratif nucléaire existe. Aujourd'hui, la notion d'utiliser l'arme nucléaire pour délivrer des messages de puissance existe, et que si vous voulez être sûr de vous protéger, en fait, je pense que je préfère effectivement être un État doté aujourd'hui plutôt qu'un État non doté. Voilà. Donc, on peut réfléchir, il faut dialoguer, évidemment, entre les pays qui sont dotés de l'arme nucléaire, c'est absolument essentiel. Il faut éviter la prolifération, c'est aussi absolument essentiel, puisque aujourd'hui, les pays ont ce dialogue stratégique, cette grammaire stratégique nucléaire de dialogue, mais la prolifération serait très dangereuse parce qu'on pourrait avoir des pays qui ne sont pas dans cette grammaire-là et qui sortent de la raison, entre guillemets. On évoquait le conflit entre la Russie et l'Ukraine. En effet, depuis le début de l'invasion russe en 2022, les forces navales ukrainiennes ont infligé des pertes significatives aux forces russes, notamment avec la perte du croiseur Moskva et l'attaque de nombreux navires en mer Noire. Comment les Ukrainiens ont-ils réussi à déjouer des forces navales expérimentées ? Alors c'est une bonne question, parce que si on veut caricaturer encore plus votre question, c'est comment un pays sans marine a réussi à repousser une marine dite de premier rang.
Alors d'abord, c'est un contexte un peu particulier. C'est dans une mer fermée, en fait, donc c'est sur un grand lac qui s'appelle la mer Noire, et qui fait que les bateaux ont une liberté d'action qui est relativement limitée, puisque ils ne peuvent pas aller se planquer à droite ou à gauche. La deuxième chose, c'est que les Ukrainiens ont été plutôt très agiles intellectuellement pour contourner la puissance. Quand vous faites face à une grande puissance, soit vous êtes un peu bourrin, vous rentrez dans le mur, boum, vous donnez un coup de boule et puis vous vous faites mal, soit vous essayez de contourner, un peu plus agile, mode commando, entre guillemets, pour voir comment vous pouvez faire mal à l'adversaire. Et donc c'est tout l'effort de dronisation qu'a fait l'Ukraine, où chaque drone ne fait pas très mal, c'est une petite piqûre de moustique, puis une piqûre de guêpe, mais à force d'avoir des essaims de guêpe qui vous tombent sur la tête, ça finit par faire mal. C'est un peu ce qui s'est passé en mer Noire, c'est aussi ce qui s'est passé à terre. Et en mer Noire, les Ukrainiens ont développé beaucoup de systèmes de drones, notamment des drones de surface, mais également drones aériens, utilisaient des missiles. La Moskva a été coulée non pas par des drones, mais par des missiles anti-navires. Ça montrait aussi quelque chose, c'est que les Russes n'étaient pas prêts à s'autodéfendre. Hein. La Moskva n'aurait jamais dû être coulée par ces deux missiles qui étaient relativement simples à abattre. Voilà, ça veut dire qu'ils dormaient, qu'ils n'étaient pas préparés, pas entraînés, enfin ce qu'on veut, mais bon. Les Ukrainiens ont réussi à contourner par ce que j'appelle l'agilité au filet, c'est-à-dire qu'ils ont été capables de trouver les modes d'action, la technologie qui permet d'aller faire mal très vite et de s'adapter tellement vite que l'autre n'a pas le temps de s'adapter pour trouver le contre. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que les Russes reviennent. Les Russes reviennent pour plusieurs raisons. Les Russes reviennent parce qu'ils ont la profondeur stratégique, la capacité à réparer, la capacité à produire des éléments plutôt de puissance, entre guillemets, et qui sont en train de revenir en mer Noire en contrant les systèmes de drones et de revenir aussi à terre. Et en fait, c'est bien tout le retour d'expérience que je tire de la guerre en Ukraine aujourd'hui pour la Marine nationale, c'est qu'il faut que j'ai, si je prends des termes tennistiques, il doit bien y avoir des terrains de tennis à Centrale, c'est l'agilité au filet et la puissance et la mobilité du fond de cours. Agilité au filet, c'est la dronisation des Ukrainiens, et ça, il faut que je sois capable, moi, Marine nationale, de traiter ça contre mes bateaux, voire d'utiliser mes propres drones pour attaquer un adversaire. Et la mobilité et la puissance du fond de cours, c'est comment je peux gagner la supériorité et repousser l'adversaire de plus loin. Et ça, cette capacité-là, qui est indispensable pour reconquérir si vous avez été mis en difficulté, c'est le porte-avions. Le porte-avions, il vous donne la supériorité aérienne et il vous donne cette puissance et cette mobilité du fond de cours. On avait fait des exercices avec les Italiens et on avait le porte-aéronef italien, le Cavour, contre le Charles de Gaulle. On avait pris la moitié de la Méditerranée comme terrain de jeu et on avait fait un exercice qui était un free play, c'est-à-dire qu'il n'y avait aucune règle, que le meilleur gagne. C'était un peu du Highlander pour les vieux comme moi. Il ne peut en rester qu'un à la fin. Et grosso modo, celui qui est touché, il est coulé et il sort du jeu. Et là, on se rend compte de ce que ça veut dire d'avoir une puissance de fond de cours. Quand vous renvoyez la balle non-stop du fond de cours, avec beaucoup de puissance, que jamais vous vous faites déborder, il n'y a pas un passing qui passe, et ben en fait, à la fin, vous gagnez, vous épuisez l'adversaire. Donc il faut être capable d'user l'adversaire au filet, et il faut être capable de prendre la supériorité avec le fond de cours. Ça, c'est toutes les leçons que je prends de la guerre d'Ukraine aujourd'hui, qu'on a pu voir en mer Noire, et que je reprends aujourd'hui à mon compte pour la Marine nationale. Alors, en parlant de porte-avions, il est prévu dans la prochaine loi de programmation militaire que l'on en construise un autre, et on connaît toute l'importance stratégique d'un porte-avions pour une projection d'une puissance nucléaire telle que la France. Cependant, sachant que les coûts de développement et d'entretien sont évidemment immenses et qu'on en possède déjà un, sommes-nous certains de son intérêt stratégique ? Alors, je viens un peu de répondre à la question, mais je vais revenir dessus. Aujourd'hui, d'un point de vue, j'allais dire, technique militaire, si vous voulez gagner face à un adversaire, si vous voulez mettre la pression sur un adversaire, si vous voulez lui imposer votre volonté, vous devez avoir la supériorité aérienne. C'est le retour d'expérience de l'Ukraine, c'est le retour d'expérience de la plupart des conflits. Pour avoir la supériorité aérienne, il faut des avions. Alors, soit vous êtes sur la terre et vous faites appel à l'armée de l'air, soit vous êtes sur la mer et vous faites appel au porte-avions. Ça, c'est une réalité militaire. Pour
pour gagner, il faut avoir la supériorité aéromaritime. La deuxième réalité, elle est politique. Quand vous faites face à une crise, vous êtes le président de la République, pas encore, peut-être un jour, je ne sais pas, et vous voulez faire quelque chose. Vous voulez contrer un adversaire, lui montrer votre détermination, le faire changer d'axe de politique, le faire renoncer à une attaque, etc. Vous avez le porte-avions, vous avez le choix. Vous le faites pas, vous envoyez votre porte-avions, tout va bien. Vous n'avez pas de porte-avions. Vous allez taper à la porte de ceux qui en ont, les Britanniques, les Turcs, pour dire tiens, toi tu as un porte-avions, un porte-aéronef, est-ce que je peux venir avec toi pour aller faire un truc politique? C'est pas l'ambiance en France. En France, on a quand même la volonté de peser sur les affaires du monde. On a la volonté d'être capable de trouver une voie, de trouver un chemin, de trouver un moyen de résoudre les crises. Et donc avoir des outils du choix politique, c'est un peu comme ça que je l'appelle, l'outil du choix politique, c'est notamment le porte-avions. Il y a d'autres, évidemment, outils. C'est l'outil de puissance, c'est l'outil qui permet de montrer notre détermination et notre volonté. C'est un outil qui, par ailleurs, agrège les autres pays. C'est-à-dire c'est un outil où aujourd'hui le porte-avions a appareillé, vous l'avez peut-être entendu dans les médias, il va y avoir 12 pays dans le monde qui vont escorter le porte-avions au fur et à mesure de son déploiement. 12 pays qui nous font confiance, qui viennent avec nous pour dire ce que vous faites c'est bien, le message que vous adressez est bon, je viens avec vous, je viens renforcer votre déploiement. C'est quelque chose d'assez extraordinaire. Alors oui, vous avez raison, c'est cher. Mais un porte-avions, quand on le construit, c'est 90% de l'investissement qui est directement investi dans les territoires en France, directement investi dans l'ensemble de nos industries, sur l'ensemble des territoires. Et ça, c'est quasiment du niveau d'un plan de relance économique. C'est-à-dire que quelque part, vous investissez, mais c'est pas, à la fin, vous avez quand même un objet qui va durer 40 ans. Vous avez maintenu des savoir-faire industriels remarquables dans l'ensemble de l'équation. Je reviens sur ces savoir-faire parce que c'est important. Le président a choisi que le porte-avions soit nucléaire, à propulsion nucléaire. Ce n'est pas par hasard. Il a choisi la propulsion nucléaire parce que c'est important pour maintenir les savoir-faire de nos industriels dans la stratégie de long terme de la France pour aller vers notamment les small reactors. Pour aller vers les petits réacteurs modulaires que l'on pourrait mettre dans les grandes régions, métropoles, etc., eh ben, il faut maintenir cette compétence industrielle de Technicium notamment, d'un certain nombre d'industriels pour fabriquer des petits réacteurs nucléaires. Le porte-avions fait partie de cette équation et vient garantir le maintien des compétences de l'industrie jusqu'à ce moment-là. Et après, ils pourront basculer sur l'industrie civile. Et donc, en fait, c'est vraiment une stratégie française de long terme, oui, qui coûte, et ça, j'en ai pleinement conscience, et on travaille tous les jours à optimiser l'ensemble des coûts, mais qui a un impact stratégique énorme et qui permet à la France de garder son rang dans les puissances qui comptent et dans les puissances qui sont écoutées et dans les puissances qui sont suivies dans les actions qu'elles mènent au niveau stratégique. Abordons désormais un autre sujet d'actualité, l'écologie. Entre conflits, secours aux populations et adaptation des navires, le changement climatique va bouleverser l'action de la Marine nationale, à tel point que vous le décrivez, ce changement climatique, comme on l'a vu dans la vidéo d'introduction, comme un catalyseur de chaos. Comment la Marine nationale s'adapte-t-elle à ce dérèglement climatique ? Alors, d'abord, vous avez raison, ce n'est pas une crise à venir, c'est une crise dans laquelle on est, le changement climatique. Et d'ailleurs, c'est toujours assez intéressant, puisque comme je rencontre pas mal de partenaires dans le monde, la perception du changement climatique est très différente en fonction des différents endroits du monde. Alors, je l'avais raconté dans un post sur le Green Letter Club, où j'avais été interviewé, vous ne l'avez pas vu celle-là de cette vidéo-là, bon, je vous insiste à aller voir, Green Letter Club. J'ai une interview d'1 heure sur ce poste-là. J'ai rencontré mon homologue bangladais qui m'a dit 1 mètre d'eau supplémentaire au Bangladesh et 30 millions de déplacés. Jakarta, 40 cm d'eau, c'est 95% de la ville qui est submergée.
Les Tonga, quand ils ont eu à la fois une éruption volcanique, en même temps un tsunami, rupture du câble Internet qui alimente l'île et submersion d'une île voisine, tout ça en même temps, ça c'est les effets du changement climatique dès aujourd'hui. J'ai été aux Philippines, il faisait 52 degrés, c'était El Niño qui était un peu trop présent. 52 degrés, c'est toutes les écoles qui sont fermées. Donc le changement climatique, c'est quelque chose qui existe et la perception qu'on en a en Europe, elle est finalement bien plus faible que la plupart des pays, notamment du Pacifique et de l'océan Indien. Le fait d'être sur l'ensemble des océans du monde, la marine nationale a une caractéristique, c'est qu'elle est mondiale. Le fait d'être sur tous les océans du monde, on a cette perception-là. Et en tout cas, nos partenaires nous montrent à quel point c'est quelque chose d'important. Donc on s'adapte. On s'adapte au quotidien. D'abord, nos bateaux sont devenus, entre guillemets, propres. C'est-à-dire qu'on ne rejette plus rien, on adopte les conventions SOLAS, etc. On a des broyeurs de déchets, on a des compacteurs, tous ces trucs-là. On a sur nos bateaux, maintenant, on ne rejette plus aucun déchet à la mer, sauf les déchets organiques. Tout le reste est descendu à quai. On fait en sorte d'optimiser les consommations de nos bateaux de façon à ne pas trop consommer en énergie fossile. On a réduit, on a plus exactement amélioré l'efficacité énergétique de nos systèmes propulsifs. On a un certain nombre de bateaux qui sont à propulsion nucléaire, donc ceux-là, ils ne sont pas à énergie fossile. Et donc tout ça, on essaye d'évoluer au fur et à mesure. Je ne vais pas vers le zéro carbone, parce que j'ai toujours besoin de vitesse, et donc j'aurai toujours des turbines à gaz sur mes bateaux, ça, ce n'est pas la question. Mais on fait véritablement attention à ça, et on essaye aussi d'aider à la prise de conscience de l'ensemble de ce qui arrive dans le monde. On a un partenariat avec Sorbonne Université aujourd'hui sur la biodiversité, parce qu'on va dans des endroits dans le monde où personne ne va. Et je pense à l'Antarctique, je pense à l'Arctique, je pense à plein de choses. Et donc, on a des volontaires officiers d'active, si ça vous intéresse, sur des bateaux qui sont outre-mer et qui font des prélèvements de plancton au profit de la Sorbonne. Donc, nous, on n'est qu'un vecteur. Parce qu'on passe dans des zones où il n'y a pas de capteur, on va être le capteur pour la Sorbonne, pour l'étude du climat. Toutes les 4 heures, sur un bateau, on envoie le bulletin météo à Météo France. Toutes les 4 heures. Nous sommes des capteurs de l'environnement en permanence. On est les premiers à être en ligne pour lutter contre la pollution en mer. On a tout un système, vous n'avez pas entendu parler de pollution récemment sur les côtes françaises. Ça tombe bien, tant mieux, ça veut dire qu'on fait à peu près bien notre boulot. On a un système d'alerte qui permet d'aller remorquer l'ensemble des bateaux qui passent le long des côtes à Ouessant, si jamais ils sont en avarie de propulsion, pour éviter la Mococadis, pour éviter les RICA. Et ça nous arrive plusieurs fois par an d'aller remorquer des bateaux qui sont pas loin de se cracher sur nos côtes. Donc on met en place tous ces systèmes de manière à préserver évidemment l'ensemble de notre écosystème, et on participe également à la lutte contre la pêche qu'on appelle INN, en fait la lutte contre la pêche massive et illégale qui se déroule un petit peu partout dans le monde. Autour de nos côtes, on participe avec les agences européennes à contrôler la pêche. On sait quasiment combien il y a de thon rouge en Méditerranée, parce que c'est contrôlé par les contrôleurs de pêche qui font partie de la marine notamment. On surveille la coquille Saint-Jacques dans la baie de Saint-Brieuc, pareil, de la même manière. Mais il y a des endroits dans le monde qui ne bénéficient pas de ce contrôle européen. Océan Indien, Atlantique Sud, Golfe de Guinée, où là il y a une surpêche massive. Cette surpêche massive, on constate ses conséquences. Je suis un peu le lanceur d'alerte dans ces trucs-là. À force de faire cette pêche massive, on réduit la capacité des pêches artisanales côtières. Or, en Afrique aujourd'hui, le principal apport protéine des populations le long de la côte, c'est les ressources halieutiques. La pêche massive est en train de déstabiliser ça. Et donc, on va avoir dans les années à venir des crises alimentaires. Et des crises alimentaires dues à la surpêche. Et donc, il faut lutter contre cette surpêche de manière à préserver l'écosystème, préserver l'environnement, de manière à avoir une pêche un peu plus durable comme on l'a aujourd'hui en Europe. La Marine nationale a-t-elle un rôle à jouer justement dans cette lutte contre la surpêche et cette protection des habitats naturels ? Donc on lutte vraiment au quotidien, et on a lutté, vous savez qu'on a la deuxième zone économique exclusive au monde, c'est-à-dire qu'on a 11 millions de kilomètres carrés autour de l'ensemble de nos territoires partout dans le monde, et on régule cette pêche dans nos zones économiques exclusives. On a eu autour de Nouméa, autour de la Nouvelle-Calédonie, des pays qui sont venus pêcher de manière complètement illégale il y a quelques années. On appelait ça les blue boats.
Et donc, on les a repoussés et on a travaillé avec le pays en question pour réguler ça et réguler proprement. Et ça a fonctionné. Cette pêche illicite est sortie. On a fait la même chose dans la terre antarctique. Dans la terre antarctique, ça allait pêcher la légine dans les grands fonds et on a lutté contre ça et la pêche illégale a diminué. Et d'ailleurs, il y a des images assez intéressantes, je ne peux pas les montrer, c'est un peu classifié, mais autour de la Polynésie française, vous avez tous les bâtiments de pêche qui font exactement le contour de la zone économique exclusive française et qui ne rentrent pas à l'intérieur. Alors l'image est magnifique. En fait, ça ne veut pas dire qu'ils ne rentrent pas. Ça veut juste dire que quand ils rentrent, ils coupent leur système d'identification automatique, ce qui est interdit. Mais ce qui montre bien que quand ils rentrent dans nos eaux, ils savent qu'ils le font de manière illégale. Et nous, on va aller les chercher parce qu'on travaille avec des petites startups du spatial qui, même quand c'est coupé, on est capable de suivre, etc. Bon, bref, pour aller les contrôler. Et donc, ça ne veut pas dire qu'ils ne rentrent pas, mais ça veut dire qu'ils essayent de jouer et ils savent que chez nous, ils seront contrôlés. Donc oui, on fait attention à ça. Malheureusement, les poissons ne savent pas où la barrière est entre la zone économique exclusive française et les autres. Il y a beaucoup de parcs naturels autour du territoire métropolitain pour préserver justement cette biodiversité et on fait attention à respecter tout ça. On aide en Europe à maîtriser les quotas de pêche dans l'ensemble de ce qu'on appelle l'action de l'État en mer et dans nos outre-mer à repousser ceux qui viennent pêcher de manière illégale. Je vous ai parlé de l'Antarctique, de Nouméa, de Papeete. Il y a la Guyane, où là, on a des actions de lutte contre la pêche illicite qui sont très fortes, voire très violentes, avec les deux voisins que l'on a en Guyane française, donc le Suriname d'un côté et le Brésil, dont certains pêcheurs sont particulièrement violents. Et donc, on vient les contrôler, et souvent, en fait, on saisit les bateaux, on enlève les filets de pêche, etc. Et ça nous occupe beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, pour finir et avant de passer aux questions du public, je vais vous poser une question très simple. Quelle est votre vision pour la Marine nationale à l'avenir et qu'est-ce que vous essayez d'instiller, quelle dynamique essayez-vous d'instiller? Alors, je l'ai dit un petit peu tout à l'heure, le temps court et le temps long, c'est-à-dire que face au désordre du monde et à la dégradation de la situation internationale, il faut qu'on soit prêt à combattre immédiatement. C'est ce qu'on fait aux mers Rouges aujourd'hui pour protéger les bateaux de commerce qui passent en mer Rouge. Et ça nécessite beaucoup d'agilité et d'adaptation technologique. Pour faire tomber un drone, soit vous tirez un missile, soit vous tirez un obus, soit vous brouillez. Et ben on essaye dans l'ensemble des trois gammes d'avoir la meilleure réponse possible et de s'adapter en utilisant toutes les petites boîtes, toutes les PME qui sont pleines d'innovation. Donc, pour exemple, en septembre, on avait fait un grand rassemblement de tous ces industriels et on leur a mis toutes les menaces qu'on rencontre en mer Noire, en mer Rouge et montrez-moi ce qui marche. Bon, il y en avait un qui marchait super bien, un brouilleur. On l'a mis sur un bateau, il est parti en Méditerranée et il s'est retrouvé face à un drone qui passait à côté, il l'a brouillé, le drone est tombé, super, impeccable, ça marche. C'est ça c'est l'agilité tout de suite pour s'adapter et être capable de s'adapter tout de suite. Et puis après, il y a, et c'est ça ce qui nécessite le plus de détermination, c'est le temps long. On a le défaut d'être absorbé par le temps court. Or, il faut à la fois travailler le temps court, c'est indispensable, mais surtout ne pas se détourner du temps long. Et dans le temps long, j'ai plusieurs contraintes. Un, je vous ai dit, mais la fabrication d'un bateau, c'est très long. Et donc, il ne faut pas se tromper. Quand on parle du porte-avions nouvelle génération, on va commencer sa fabrication, il va sortir dans les années 2040 et il va durer jusque dans les années 2080. Bon, il ne faut pas trop se tromper quand même. Donc, on fait beaucoup de prospectives pour savoir comment on va faire évoluer ce bateau au fur et à mesure du temps. Comment il faut qu'il soit adaptable by design. Et non pas avoir des systèmes propriétaires des années 80 qui vont être à bord et qui ne seront pas possibles de faire évoluer. Donc, il faut que je construise des choses qui soient adaptables par design. Il faut que j'identifie quelles sont les ruptures technologiques qui vont s'appliquer à ce moment-là. Et il faut que j'identifie quel nouveau métier je vais avoir à bord de ces bateaux. Et comment je vais recruter en 2040, en 2060, des marins, alors que j'ai un enjeu démographique qui est un peu exactement inverse en ce moment. Donc tout ça, c'est vraiment des réflexions prospectives, et c'est comme ça que l'on travaille, pour essayer d'identifier la bonne rupture technologique et faire en sorte de l'adapter. Je pense à l'intelligence artificielle en ce moment, qui est, alors tout le monde en parle, tout le monde en machin,
en fait, dans la marine, depuis 2 ans, on a créé une start-up au sein de la marine qui regroupe des data scientists avec des opérationnels. Et on leur a dit, trouvez-moi des solutions à partir des données qui existent sur les bateaux pour améliorer l'efficacité de nos bateaux. Donc, je ne change pas la coque, je ne change pas les radars, mais en revanche, par l'utilisation des data, je vais améliorer la perception que l'on a et juste avec un peu d'IA, aller beaucoup plus loin. Donc aujourd'hui, sur certains bateaux, j'ai ce qu'on appelle des data hubs embarqués qui viennent collecter la donnée de l'ensemble des systèmes qu'on a à bord. Et puis quelques gars qui codent en Python, qui sont à terre, mais qui viennent faire de l'algorithmie qui permettent d'améliorer le traitement des données et d'améliorer l'efficacité du bateau. En ce moment même, j'ai des data hubs sur les bateaux qui sont partis autour du porte-avions. Et on va les connecter ensemble pour améliorer l'efficacité de tous ces trucs-là. Et donc, on embarque des réservistes opérationnels, vous êtes les bienvenus, data scientists. On va en avoir 18 là, qui vont suivre le porte-avions dans l'ensemble de la mission, qui vont faire 1 mois chacun, ils vont faire de l'algorithmie à côté des opérationnels en mission pour optimiser l'emploi de nos systèmes. Et demain, le retour d'expérience de tout ça doit décrire ce que j'aimerais avoir pour le porte-avions futur. C'est-à-dire qu'on construit au fur et à mesure, en fonction des ruptures technologiques, ce qu'on va vouloir dans le futur. C'est très compliqué avec l'ensemble des ruptures technologiques que l'on a, d'écrire sur un papier ce qu'on veut. En revanche, tester, faire de l'itératif, aller très vite, beaucoup plus agile, ça c'est la bonne solution. Et donc c'est comme ça que l'on avance. Et donc garder le temps long en perspective, embarquer la technologie dès qu'elle arrive, de façon à aller beaucoup plus vite. Voilà, c'est vraiment la vision que j'ai pour la marine. Et renforcer le lien aussi avec la nation, parce que la marine, elle n'est pas forcément connue. La marine, elle protège la France, les Français, les intérêts, de la plage au grand large, mais on ne voit pas beaucoup parce qu'en fait, on est en mer. Mais c'est normal. Mais on lutte contre tous ces trafics, on protège au quotidien la France, que ce soit les flux commerciaux. Si vous avez... ce micro, il a dû être fabriqué en Chine, hein, pour être très clair. Donc, grosso modo, il est arrivé par conteneur, il est passé par la mer Rouge. Voilà. On protège le trafic en mer Rouge. On protège contre le trafic de drogue, on protège contre la pêche illicite, on démine les plages quand il y a des mines historiques qui sont retrouvées, etc. Tout ça, c'est l'action de la marine au quotidien. Donc on a tout un axe de protection de notre littoral, de nos intérêts en mer, d'action au large de façon à protéger nos intérêts quand ils sont un peu plus éloignés. Il faut absolument qu'on arrive à maintenir ça. Les enjeux du futur, il y en a beaucoup en mer. On n'a pas parlé du développement offshore des éoliennes en mer, etc., mais qui sont aussi une partie de l'avenir. Tout ça, ça sera des nouvelles richesses qu'il faudra que je protège demain. Donc tout ça, c'est les réflexions qui nous drivent, et de faire en sorte que demain, on puisse encore réussir en opération comme on réussit aujourd'hui au quotidien. Voilà. Nous arrivons au terme de nos questions. Merci Amiral pour ce temps d'échange. Nous vous proposons maintenant, comme à notre habitude, de prendre quelques questions parmi le public. Bien sûr. Alors n'hésitez pas à vous manifester auprès des staffeurs en levant la main. Merci beaucoup pour votre présentation qui était vraiment très claire et abordable pour des civils que nous sommes. J'avais une question en termes de souveraineté. Vous avez évoqué le sujet en parlant de l'Australie. La souveraineté, c'est la possibilité de décider soi-même de sa destinée. La question, c'est qui est soi-même, puisque le peuple qui doit définir cette volonté n'est pas forcément au courant des problématiques qu'il y a. Le gouvernement change au mieux tous les 10 ans. Qui décide ? C'est une vraie question. En tout cas, il y a la souveraineté, elle se définit de manière assez différente en fonction des études scientifiques que vous pouvez trouver dans la littérature. Vous avez la souveraineté économique, vous avez la souveraineté financière, vous avez la souveraineté humaine, en fait. Vous avez la souveraineté sécuritaire. Donc, est-ce que vous êtes capable de vous défendre par vous-même ou est-ce que vous dépendez de quelqu'un, etc. En fait, c'est la mesure de la dépendance dans chacun des piliers de ce qui fonde une nation. Forcément, dans une démocratie, la souveraineté, elle se traduit par le vote du peuple à un moment vers un dirigeant, vers des représentants parlementaires qui vont dresser des stratégies avec l'ensemble de l'écosystème d'administration. Quand vous regardez le cas particulier de l'Australie, c'était une volonté, je pense, très ancrée dans le peuple australien de rester souverain dans les décisions qu'ils prennent, jusque dans la sécurité et dans la défense de l'Australie. Et leurs dirigeants ont choisi de revenir là-dessus pour finalement
choisir de dépendre d'autres pays pour assurer leur défense, qui est effectivement un changement assez fort dans la stratégie de souveraineté que vous pouvez avoir. Aujourd'hui, en France, on a à la fois une vision très souveraine de notre défense avec un outil militaire qui est assez puissant, avec des zones très souveraines, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, la dissuasion nucléaire, que ce soit pour les forces aériennes, que ce soit pour la marine nationale, et puis des domaines dans lesquels on accepte de partager, soit au sein de l'OTAN, soit au sein d'alliances comme l'Union européenne également, avec la défense de l'Union européenne, soit avec des partenaires stratégiques avec lesquels on a des accords de défense. Et donc c'est comme ça que ça se passe. À chaque fois, il y a des textes un peu fondateurs qui engagent la responsabilité de l'État. Ces textes fondateurs, ils sont évidemment travaillés par le gouvernement. Certains sont validés par le Parlement et donc ont été validés par la représentation nationale, donc par le peuple à un moment donné. Mais ce qui est sûr, c'est que quand il y a une bascule de majorité, une bascule de pouvoir, l'engagement de la France perdure. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous passez de droite à gauche que vous changez les accords de défense qui ont préexisté. Et donc la parole, l'engagement du président, l'engagement du gouvernement dans des accords de défense perdure dans le temps. Donc aujourd'hui, qui décide, si on veut être de manière globale, c'est vous au départ, parce que vous élisez un président de la République, vous élisez des représentants au Parlement. Et évidemment, après, tout ça, c'est des objets politiques qui sont discutés au sein du gouvernement, en bilatéral, en multilatéral, et c'est comme ça que l'on règle les problèmes. Mais tout ça est assez transparent dans notre système français. Même si les accords de défense sont toujours très classés, secrets, etc. Tout ça, en fait, est travaillé au niveau du gouvernement et avec les commissions ad hoc au Parlement. Bonsoir. J'ai deux questions. Premièrement, est-ce qu'il y a des postes dans la marine où on peut choisir ses collaborateurs par rapport au management? Et la deuxième question, quelle est la position de la marine vis-à-vis d'organisations comme Sea Shepherd? Alors, est-ce qu'il y a des postes où on peut choisir ses collaborateurs? Pas beaucoup. Pas beaucoup. Alors, comme chef d'état-major de la marine, quand j'arrive et que je prends mes fonctions, je ne vire pas tout le monde. Ça arrive dans certains pays. Et pourquoi pas, finalement, c'est une vision assez dictatoriale des choses. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc, quand j'arrive et que je prends mes responsabilités, j'ai une équipe qui est déjà en place et je bosse avec elle. Évidemment, si mes plus proches collaborateurs, ça ne fonctionne pas, je peux les changer, mais ce n'est pas le système. En revanche, quand il y a une relève, vous savez que dans la marine, tous les 3 ans, on change de métier, grosso modo, 2 ou 3 ans. Là, évidemment, on me demande mon avis quand on me propose de désigner un nouveau chef de cabinet. C'est plutôt moi qui décide, heureusement. Voilà. Mais en fait, on ne choisit pas tous ses collaborateurs, sinon on ne s'en sort plus. En revanche, quand on présente des candidats pour aller dans un cabinet ministériel, pour aller dans une organisation un petit peu à droite et à gauche, on propose souvent plusieurs candidats et les autorités qui recrutent des marins dans leur environnement très proche choisissent l'un ou l'autre. Voilà. Mais dans la marine, on essaye d'éviter les trop grands castings parce qu'après, vous avez une équation à 1000 inconnus, ça devient un peu compliqué à gérer. Donc, on essaye d'orienter la décision, on va dire, voilà, pour être poli. Ou alors, on ne laisse pas tellement le choix, c'est au choix. Voilà. Donc, c'est un peu comme ça que ça se passe. Après, vous avez parlé de Sea Shepherd, c'est ça? Voilà. Bon, comme toutes les organisations non gouvernementales, entre guillemets, qui œuvrent en mer, on les connaît, ils nous connaissent, on s'apprécie plus ou moins, ça dépend des moments. On n'a pas les mêmes manières de faire, très clairement. Il y a des fois des organisations non gouvernementales qui sont plutôt violentes, ce que l'on réprouve. En revanche, le dialogue est toujours intéressant. Et dans les organisations non gouvernementales, il y a souvent des rapports qui sont menés. Typiquement, Greenpeace, il y a eu une époque où la Marine nationale a été en confrontation assez virulente avec Greenpeace. Maintenant, ça ne veut pas dire que les rapports que pond Greenpeace sont nuls, pas du tout. Ils ont une autre approche de leur combat ou de leur lutte qui, des fois, frôle avec le droit, se mettent des fois un peu en dehors du droit, ce qui n'est pas notre cas.
On est toujours très clampé dans le droit international et dans la manière de résoudre les conflits. En revanche, leur perception des choses est assez intéressante et objectivement, on regarde ce qu'ils font parce que il y a des choses où ils ont raison dans le constat qu'ils posent, dans la manière dont ils agissent. Je ne peux pas forcément adhérer à leur manière de faire. Mais maintenant, encore une fois, il faut écouter pour comprendre. Ça ne veut pas dire adhérer à leur manière de faire. Mais maintenant, dans le constat qu'ils posent sur la surexploitation des ressources, etc., il y a des choses qui sont totalement vraies. La manière de lutter contre ça, c'est certaines fois, je le réprouve dans les modes d'action qu'ils choisissent. Bonjour. Question géopolitique. Le 28 novembre de cette année, le Sénégal et le Tchad ont demandé à l'armée française de quitter le pays. Ce n'est pas la seule région où la France perd son influence. On note depuis des années que la Russie veut couper l'influence occidentale sur le Proche-Orient. Cela s'est accentué sous Vladimir Poutine. Ma question est donc comment pouvons-nous préserver et développer notre influence, garder notre rang, comme vous avez dit, dans ces pays stratégiques, dans un monde où d'autres ne jouent pas avec les mêmes règles que nous? Alors, vous avez raison, d'autres ne jouent pas avec les mêmes règles que nous. Et en ce moment, dans le monde, il y a ce que j'appelle une compétition des modèles. Alors, vous avez un modèle démocratique français qui porte un certain nombre de valeurs humanistes, droits de l'homme, etc. Et puis, vous avez d'autres modèles, peut-être un peu plus autoritaires, qui regardent un peu moins les valeurs. Ceux qui ont une vision court-termiste peuvent choisir pas forcément le modèle proposé par la France, mais peuvent choisir d'autres. Et c'est un peu ce qui est en train de se passer dans certains endroits du monde, où effectivement, certains choisissent d'autres modèles. Je ne suis pas sûr que ces modèles-là répondent à un développement harmonieux de leur pays. Mais ils font cette expérience. À la rigueur, ils sont souverains et ils choisissent en conscience ce qu'ils font. Je ne suis pas sûr que depuis le départ d'un certain nombre de pays en Afrique, la situation sécuritaire se soit nettement améliorée en ayant choisi un autre modèle. Je suis même en fait assez persuadé du contraire. Donc la question c'est est-ce que ces pays-là vont revenir à un moment donné vers nous? C'est une bonne question. La question qui est posée en creux dans ce que vous dites, c'est est-ce qu'il faut qu'on défende nos valeurs ou nos intérêts? Et jusqu'où on ne poursuit que nos intérêts au détriment de nos valeurs? Est-ce qu'il vaut mieux défendre ces valeurs et du coup accepter qu'un certain nombre de pays fassent un autre choix? Ou est-ce qu'il faut défendre ses intérêts et donc s'asseoir complètement sur nos valeurs? J'aime bien répondre par une autre question, comme ça je ne réponds pas à la question, vous y réfléchirez, vous ferez une thèse là-dessus et vous rendrez votre copie dans 4 heures. Je pense que la position de la France, elle est assez juste. Oui, ça nous coûte à certains moments. Oui, ça nous coûte à certains moments et c'est en train de nous arriver aujourd'hui. Est-ce que les pays qui font ces choix-là font le bon choix? Alors là, je reviens à un autre truc, l'Australie. Est-ce que dans quelques années, ils ne s'en mordront pas les doigts et ils ne reviendront pas vers nous? Je ne sais pas. Mais on a l'honneur de ne pas trop s'asseoir sur nos valeurs. Et ça, c'est plutôt une bonne chose. Accepter ce que font un certain nombre de pays en termes d'influence, c'est quand même avaler des sacrées couleuvres, hein. La manière dont la milice Wagner agissait, parce qu'elle ne s'appelle plus Wagner, en Afrique, on ne peut pas vraiment dire que ça corresponde exactement aux valeurs qu'on leur défend. Et pourtant, c'est eux qui se chargent de la protection d'un certain nombre de régimes aujourd'hui. C'est pas, on se regarde dans la glace quand même tous les matins, hein. Il y a des moments, la manière dont on agit, il faut que ça soit un peu en respect de ce à quoi on croit, quelque part. Donc oui, il y a une compétition. Oui, on perd en influence. Oui, il ne faut pas forcément perdre le contact avec ces pays-là parce qu'ils font un choix, et c'est leur choix. Ils sont un choix d'alliance. Vaut mieux être le grand frère qui dit, bah, écoute, va faire ta vie, quand tu reviendras, je serai toujours là. Mais voilà comment je fonctionne. Oui, il y a une perte d'influence. Oui, c'est sûr. Voilà. Après, jusqu'où c'est certain, on peut peut-être essayer de défendre plus nos intérêts que nos valeurs. Il faut trouver le bon curseur. Peut-être qu'on a été un peu trop
des fois romantique, pensant qu'il nous aimait vraiment beaucoup, sensiblement la compétition est bien présente. Et donc c'est à nous de voir où il faut positionner le curseur. Et il y a peut-être un peu d'analyse de retour d'expérience à faire sur ce sujet-là. Mais voilà, il ne faut pas non plus complètement s'asseoir sur nos valeurs. Bonsoir. Quand on sait qu'un commandant de FREMM doit répondre et donner un ordre de tir en moins de 5 secondes face au missile-outil, qu'est-ce que vous projetez en termes d'automatisation pour les futures frégates et le rapport, est-ce que l'homme a encore sa place sur la mer dans un monde où tout va plus vite et dans lequel la menace est toujours plus rapide? Alors d'abord, nos bateaux pourraient fonctionner quasiment en automatique. C'est-à-dire on pourrait quasiment ne pas mettre l'homme dans la boucle, mais on ne le fait pas à ce stade. Mais on pourrait mettre une clé pour dire tout automatique, et donc le radar détecte, classifie, et le missile part tout seul. On considère, et c'est le rôle du commandant, que sur un bateau, il faut que l'homme soit dans la boucle pour être sûr que la bonne décision soit prise, parce que l'algorithmie, j'y crois assez volontiers. On développe tous nos systèmes de ChatGPT sur nos bateaux, etc. Mais il y a une limite, c'est que quelque part, quand on parle de tirer un missile, on parle aussi peut-être de tuer quelqu'un de l'autre côté. Et donc ça nécessite aujourd'hui qu'il n'y ait pas d'automaticité. Et à chaque fois qu'on ouvre le feu, à chaque fois que potentiellement on peut donner la mort, il faut qu'il y ait une action humaine pour être sûr que l'on prend la bonne décision. Et donc c'est bien le rôle du commandant. Et donc à lui d'organiser son bateau pour que les délégations qui soient données permettent d'assurer le meilleur contrôle possible sur l'ouverture du feu. Donc quand on tire sur un drone, c'est pas très compliqué, on sait qu'il n'y a personne à bord. Mais on a vérifié avant que c'était bien un drone. Quand on tire sur un missile, on sait qu'il n'y a personne à bord. Pas très compliqué. Mais quand on tire sur une vedette outil chargée d'explosifs avec un mannequin à bord, là ça devient compliqué parce que le mannequin, est-ce que c'est un homme, est-ce que c'est pas un homme, comment on vérifie, comment on s'assure, etc. Donc tout ça, on automatise au maximum de manière à réduire les délais. Et on a ce qu'on appelle, quand on tire un missile balistique, un segment d'engageabilité. Vous avez top le moment où vous pouvez tirer, top le moment où vous ne pouvez plus tirer. Et il faut avoir réussi à éclairer la décision avant. Et donc, le système de décision, le système d'organisation du bateau doit faire en sorte que je comprenne avant pour pouvoir décider à temps. Il faut que je comprenne avant l'adversaire pour pouvoir décider à temps pour pouvoir contrer l'adversaire. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement compliqué, qui nécessite à la fois des beaux radars, des beaux bateaux, etc. Et surtout des gens qui sont hyper formés. En fait, je veux des Léons Marchand sur tous mes bateaux, à tous les postes de quart, avec une différence fondamentale, c'est que Léon Marchand, il savait quand il allait courir le 200 mètres 4 nages, et que là, les gars, ils ne savent pas quand le missile va arriver. Mais il va falloir délivrer la meilleure performance au bon moment. Et donc ça, c'est beaucoup d'entraînement, et beaucoup aussi d'esprit d'équipage, parce que vous reposez sur la décision de chacun des gens qui sont dans l'ensemble des postes de quart sur un bateau, et vous devez lui faire confiance. Confiance quand il détecte et qu'il vous dit c'est un missile, confiance quand on arrive à l'avoir en segment d'engageabilité, confiance quand le commandant va appuyer sur le bouton, et confiance dans le fait que ça va partir, dans les temps. Tout ça, c'est une équation qui est loin d'être simple. On s'entraîne à ça, on réussit plutôt pas trop mal. C'est vraiment ce qu'on appelle l'esprit d'équipage, c'est avoir des athlètes de haut niveau qui ont confiance tous les uns en les autres et qui savent que leur action individuelle participe à l'effort collectif et que l'effort collectif ne peut pas fonctionner sans l'action de chacun. Et donc il faut déléguer, il faut accepter de prendre le risque que ce ne soit pas vous qui décidiez de tout, il faut même au contraire assumer complètement que chacun a une part de responsabilité. Et à partir du moment où vous arrivez à développer cette confiance avec chacun des membres de votre équipage, que chacun a conscience de faire partie de l'ensemble, et ben à la fin, vous pouvez produire l'effet qui est impossible tout seul. C'est comme ça que ça marche. C'est loin d'être simple. Je vous invite à venir à bord des bateaux pour voir. Merci encore, Amiral. La conférence est à présent terminée. Donc, je vais vous inviter à sortir par le haut de l'amphi, mais n'hésitez pas à passer au cocktail qui sera
ouvert donc, sous l'amphithéâtre au rez-de-chaussée. Je tiens à remercier la Depietz qui a assuré la couverture vidéo de l'événement et je vous invite à notre prochaine conférence. Merci à tous. J'espère avoir réussi à brosser un peu le panorama au travers des questions de tout ce qu'on fait dans la marine. Quand vous serez dans l'industrie, quand vous serez dans vos entreprises, vous êtes toujours les bienvenus. On recrute des réservistes citoyens, des réservistes opérationnels. Comme je vous dis, les data scientists qu'on va embarquer aujourd'hui sur le Charles de Gaulle, ils viennent de Thales, de Naval Group d'ailleurs. Et il y a toujours une petite place sur nos bateaux. Et donc, si vous voulez en savoir plus, il y a plein de gens qui font du recrutement à côté, mais bienvenue dans la marine.